Nous sommes donc partis pour la phobie Angers. Et aujourd'hui, le sujet sera donc la gérascophobie. Autrement dit, la peur de la vieillesse. La vieillesse est une étape de la vie, mais elle est celle qui nous rapproche le plus de l'inévitable fin de celle-ci. De plus, certaines personnes, une fois devenues vieilles, voient leurs capacités physiques et psychiques décliner. Et c'est de cette peur que sont nés tout un tas de mythes et légendes, comme la fontaine de Jouvence ou l'ambroisie, qui donnerait vie et jeunesse éternelle et empêcherait donc la vieillesse de toucher ceux qui s'en empareraient. Et ces légendes ont attiré la convoitise de certaines de ces personnes qui, pour la plupart, ne reculaient devant rien afin d'obtenir l'objet de leur désir. En soi, pour la plupart, nous avons tous plus ou moins peur de vieillir. Mais comme d'habitude, nous nous concentrerons sur les cas les plus extrêmes qui ont fini dans le village, en se laissant consumer par leur peur et ont donc commis des exactions suite à ça. Et nous allons suivre le cauchemar de ce que je pense être une des personnes qui a pourchassé ces mythes pour son propre intérêt, et qui n'a reculé devant rien pour y arriver. Aussi, la personne que nous allons suivre s'appellera donc Gérard. Toujours parce que ça ressemble à la phobie du jour. Nous sommes partis. Gérard s'était donc réveillé, comme la plupart des personnes que nous avons suivies. Il était au milieu d'un petit campement d'où un feu brûlait encore au centre de celui-ci. Il y avait les restes d'un repas et quelques affaires mises en évidence à côté de là où il s'était réveillé, notamment des vêtements, quelques équipements d'exploration et un journal avec une note posée dessus. Il ouvrit la note et dessus il y avait marqué « Si tu lis ces mots, c'est que tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as peut-être perdu l'esprit, je ne sais de quelle façon. Mais tu dois continuer la quête que tu as entrepris. Je t'ai laissé en évidence ce qui te permettra d'y voir plus clair avant de continuer à pourchasser l'objet de tes désirs. » Il commença alors à lire le journal. C'était celui d'un explorateur qui était à la recherche de la légendaire fontaine de Jouvence. Après des années de recherche, il avait trouvé le moyen d'y parvenir. Il avait parcouru la moitié du globe pour atteindre l'endroit où la fontaine se trouvait et il y avait pénétré. Une fois devant l'entrée de là où la fontaine devait se trouver, il découvrit que pour y accéder, il fallait être méritant et que pour cela, avant d'avoir accès à la jeunesse et à la vie éternelle, il fallait affronter ce que la personne redoutait le plus, autrement dit, les affres de la vieillesse. Il devait donc sacrifier son esprit, son corps et son âme, dans cet ordre, avant de les retrouver. Et pour ce faire, il devait récolter 3 fleurs à l'intérieur de l'antre, en extraire l'essence et l'ingérer pour les sacrifices des 3 éléments nommés plus tôt. Il avait visiblement réussi à trouver les fleurs, et en avait extrait l'essence au bout de plusieurs jours de recherche. Et il avait décidé de boire la mixture de la fleur de l'esprit après avoir pris des précautions, en faisant en sorte de se laisser de quoi se rappeler son objectif, au cas où il perdrait la tête. Gérard comprit alors qu'il était l'explorateur qui avait écrit ce livre, et était parti à la poursuite de la fontaine. En regardant dans ce qu'il s'était laissé de côté, il trouva 2 fioles, contenant des liquides colorés avec marqué dessus « corps » et « âme », ainsi qu'une fiole vide où il y avait marqué « esprit ». Il avait donc bu l'essence de l'esprit qui lui avait retiré tous ses souvenirs. Il ne savait pas ce qu'il s'imaginait avant de boire la mixture, mais au vu de ce qu'il avait perdu en buvant la première, il avait peur de boire les autres. Il prit alors ses affaires en laissant les fioles là où le corps était, et il essaya de trouver la sortie. Il se passa plusieurs heures, et même en suivant le plan qu'il avait fait des lieux, il ne la trouvait pas. Pire, il finissait toujours par revenir là où les fioles étaient posées. Il commençait à sentir la colère, la frustration et le désespoir monter en lui. Visiblement,
Cet endroit ne voulait pas le laisser partir et voulait le forcer à continuer son œuvre. Il replaça alors le camp et une fois cela fait, il se mit à réfléchir. La fiole de l'esprit m'a pris mes souvenirs, et le reste doivent me prendre mon corps et mon âme. Ces mixtures doivent me mettre à l'épreuve et me faire affronter ce que je redoute le plus. De fait, elles me font subir ce que la vieillesse apporte dans son sillage. J'ai donc perdu la mémoire avec celle de l'esprit. Celle du corps doit donc m'affaiblir et me faire me sentir comme un vieil homme. Mais celle de l'âme, est-ce qu'elle me tuerait? Après tout, au bout de la vieillesse, c'est la mort qui nous attend tous. Mais ce ne serait pas logique. Il faudrait mourir pour obtenir l'immortalité. Il retourna la question dans tous les sens, et plus le temps passait, plus il avait du mal à réfléchir. Puis, au bout d'un moment, il prit une décision. Bon, de toute manière, je suis coincé ici, donc je finirai par mourir quoi qu'il arrive. De fait, je n'ai pas vraiment d'autre choix que de continuer, et si je dois vendre mon âme au diable pour partir d'ici avec la vie éternelle, qu'à cela ne tienne, je le ferai. Il prit alors la fiole contenant l'essence du corps et l'avala d'un coup. Au bout de quelques secondes, son corps lui faisait mal. Il sentait ses forces le quitter. Il tomba à terre et perdit connaissance. À son réveil, il avait mal à ses articulations. Il avait du mal à se mouvoir et il fut pris d'une quinte de toux. La fiole lui avait pris sa vigueur et sa santé. Il avait de plus en plus peur de ce que la dernière lui ferait. Et il resta encore un moment allongé, où il se trouvait, rongé par la colère envers lui-même de s'être lancé dans cette folie. La faim commençait à se faire sentir et il essayait tant bien que mal de se faire à manger avec le reste de ce qu'il avait encore de comestible. Durant son repas, il vit avec horreur que quelques-unes de ses dents étaient tombées. Il ne supportait plus son état. Il décida alors d'en finir et prit alors la dernière fiole et l'avala tout aussi vite que la précédente. Il attendit et finalement, au bout d'un moment, un passage dans la roche s'ouvrit quelques mètres devant lui. Il se traîna alors plein d'espoir jusqu'au passage d'où provenait une lumière intense, et quand il entra, il vit une eau lumineuse qui illuminait l'intérieur d'une caverne inondée du liquide magique. Une fois qu'il fut arrivé à portée du liquide, dans le reflet de celui-ci, il vit un vieillard, les cheveux et la barbe grisonnante, des rides sur le visage. Il comprit tout de suite que c'était son reflet, et plongea alors tout de suite sa tête dans l'eau miraculeuse. En ressortant sa tête du liquide, une fois que les remous de l'eau se furent calmés, il vit le reflet d'un beau jeune homme, la police, la chevelure soyeuse et toutes ses dents. Et soudain, il entendit une voix. « Alors, tu voulais la vie et la jeunesse éternelle ?» Gérard regarda autour de lui, demandant s'il y avait quelqu'un et qui avait dit ça. « C'est moi qui viens de parler. » Le bruit venait de l'eau. Il regarda alors à nouveau dedans. « Tu as eu ce que tu voulais ?» Gérard n'en croyait pas ses yeux. Son reflet lui parlait. Est-ce que la fiole de l'esprit agissait toujours sur lui? « Maintenant que tu as eu ce que tu voulais, c'est à moi de prendre ce que je veux. Tu vivras donc éternellement, à l'intérieur de moi. » De l'eau sortit alors le reflet de Gérard, qui attrapa celui-ci et le plongea à l'intérieur du liquide, l'emportant de plus en plus profond, alors que notre explorateur sentait son esprit s'embrumer de plus en plus, à mesure qu'il s'enfonçait dans les abysses de ce qu'il convoitait tant. Je réouvris alors les yeux et alla faire le traditionnel ménage. Maintenant, j'imagine qu'est venu le temps de la récompense. Ce n'est pas vraiment une information sur le village ou sur moi, mais au vu de mon destin et de celui des personnes qui ont fini ici, je ne peux plus juger comme irrationnelles les peurs de ceux qui ont fini dans le village, ou penser que les mythes et légendes ne sont que des histoires. Après tout,
Je suis dans un monde qui enlève les gens dans leur sommeil pour leur faire vivre leurs pires cauchemars et prendre leurs âmes s'ils ne se libèrent pas de leur plus grande peur. De plus, pour les habitants originels du village, leur plus grande peur était basée sur quelque chose que certains auraient pu définir de fictif. Mais ce fut bien réel. Et c'est cette chose qui nous condamna à notre triste sort. Je pense que ça suffira comme récompense du jour. Et ainsi donc, nous nous retrouverons pour la prochaine histoire. L'histoire de ce chapitre sera sur l'hématophobie, c'est-à-dire la peur du sang. Du moins, l'histoire portera en partie dessus. La peur du sang peut avoir bien des origines. Un événement traumatique, ou peur de ce qui peut découler de la perte de sang, comme la douleur ou la mort. Et il peut y avoir d'autres raisons et origines. Mais aujourd'hui, nous nous concentrerons, comme à notre habitude, sur un cas un peu particulier. Enfin, particulier, en quelque sorte. Car la personne que nous allons suivre aujourd'hui a fait partie d'un groupe qui ont vécu des cauchemars similaires il y a très longtemps. Mais elle souffrait plus que les autres de la dite peur du sang et de ce qu'elle impliquait pour elle. Je vous donnerai plus de détails sur ce sujet comme récompense après l'histoire du jour. Et donc la personne que nous allons suivre sera baptisée Emma. Comme la personne que nous avons suivie pour l'histoire en E avait un nom commençant par la lettre H, je trouve ça cocasse d'inverser la tendance. Enfin bon, commençons l'histoire du jour. Comme d'habitude, le réveil de notre cher ami ne fut pas une partie de plaisir. Vous connaissez la chanson depuis le temps. Sauf qu'Emma n'était pas comme les dernières personnes que nous avons suivies, car elle était muette. Je ne pourrais donc vous retranscrire ses paroles, car elle ne parlait pas. Mais je vais vous retranscrire ses impressions, émotions et ses sensations du mieux que je peux. Elle s'était donc réveillée au milieu d'un grand hall, où régnait une inquiétante atmosphère. Il semblait qu'elle était dans une luxueuse résidence, et ne savait pas par où aller. Et bien évidemment, elle ne pouvait pas demander s'il y avait quelqu'un pour l'aider. Elle partit donc à la recherche d'un signe de vie dans ce lieu inquiétant, et tenta d'ouvrir plusieurs portes qui ne voulurent pas s'ouvrir, peu importe ses efforts. Et finalement, au bout d'un moment, à errer dans les couloirs de la demeure, elle finit par arriver devant une grande porte en bois, qui semblait gardée par deux statues, et qui par chance était entr'ouverte, laissant entrevoir la lueur de la lune à l'intérieur de la pièce. Elle entra dans la pièce, un peu réticente, et une fois à l'intérieur, une grande pièce dont un bassin rempli d'un liquide couleur rubis se révéla à elle. Emma ne mit pas longtemps avant de comprendre ce qu'était ce liquide, et elle fut prise de nausée et se sentait à moitié partir. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il ne fallait pas qu'elle s'évanouisse, car elle se sentait observée. Et c'est alors que quelque chose jaillit des profondeurs du bassin, au centre de celui-ci, laissant de forts remous arriver jusqu'à elle, qui recula d'un pas pour ne pas entrer en contact avec le liquide suspect. La jeune femme regarda ce qui était à l'origine de ce remue-ménage. Et elle était comme émerveillée et tétanisée du spectacle qu'elle avait devant ses yeux. Une magnifique jeune femme au teint pâle et aux cheveux longs d'un noir profond avait émergé du liquide qui ruisselait sur son corps à la lueur de la lune, la regardant avec un léger rictus, quelques secondes avant de lui adresser ces mots. Tu es enfin réveillé. Tu as mis le temps.
Je commençais à m'impatienter. Emma ne comprenait pas trop ce qu'elle voulait dire, mais elle ne pouvait lui répondre. Ce n'est pas la peine d'essayer de communiquer, ma chère. Je sais que tu en es incapable. Aussi, je vais être brève et limpide sur mes intentions. Je commence à avoir faim. Et je n'ai pas la patience pour jouer la comédie. Emma était de plus en plus perdue, et commençait même à avoir peur de la femme qui lui faisait face, en plus du fait que le liquide dans lequel elle se baignait était clairement du sang. Je t'ai emmené ici, car je t'ai choisi pour être mon prochain repas. Je vais donc te traquer dans le château, et une fois que j'aurai bien joué avec tes nerfs, et que ta peur sera à son paroxysme, je te viderai de ton sang. Tu as très exactement 2 minutes pour prendre le plus d'avance possible avant que je te pourchasse. Notre cher ami ne mit qu'une fraction de seconde après la fin de sa phrase pour partir en courant de la pièce, entendant, pendant qu'elle s'éloignait, les éclats de rire de sa ravisseuse. Elle se mit à essayer par tous les moyens de sortir de la bâtisse, en tentant d'ouvrir toutes les portes sur son passage. Même la grande porte du hall où elle s'était réveillée ne voulait s'ouvrir. Elle décida alors de tenter de sortir par une fenêtre. Elle commença à essayer de l'ouvrir, quand de forts mouvements dans les feuillages d'un arbre en contrebas captèrent son attention. Et en regardant attentivement l'arbre en question, elle s'aperçut avec horreur qu'une créature ressemblant à une chauve-souris géante se tenait fixement sur le tronc, l'observant de ses yeux d'un rouge écarlate, ce qui la fit immédiatement changer de décision. S'il fallait se confronter à ces créatures en sortant par là, autant se jeter directement dans les bras de l'autre femme pour se faire dévorer. Et c'est alors que, durant le fil de ses pensées, elle entenda, non loin de là où elle venait, des pas accompagnés d'un petit rire glacial, qu'elle reconnut comme étant celui de sa poursuivante. Emma recommença alors à se précipiter dans les couloirs pour lui échapper en tentant d'ouvrir encore chaque porte au passage, sans succès, jusqu'à finalement arriver devant une vieille porte qui, elle, s'ouvrit directement, miraculeusement. Elle ne prit pas temps à la réflexion et entra sans attendre, s'enfonçant dans les sombres escaliers qui la firent arriver dans un tunnel en pierre faiblement éclairé. Mais encore une fois, le temps n'était pas à l'hésitation. Elle était poursuivie et ne devait pas s'arrêter. Et elle s'engouffra dans le tunnel qui finit par déboucher sur une cave où étaient entreposés des tonneaux. On aurait dit une cave à vin. Et en avançant dans la pièce, Emma sentit quelque chose de collant sous ses pieds. Je rappelle au cas où qu'elle est pieds nus depuis le début. Et c'est alors qu'elle remarqua en même temps une forte odeur de métal. Au vu de ce à quoi elle avait assisté plus tôt, elle comprit sur quoi elle marchait et ce que les tonneaux contenaient. Une forte envie de vomir, ainsi que des vertiges commencèrent à s'emparer d'elle. Mais au fond d'elle-même, elle savait que si elle perdait connaissance cette fois-ci, elle serait morte. Alors, elle parcourut la pièce, en titubant et chancelant par moments, sentant la chose gluante sous ses pieds au fur et à mesure qu'elle avançait. Elle finit par arriver au bout de la pièce où une autre porte l'attendait, et elle entra sans hésitation ni réflexion à nouveau. Son esprit n'était de toute façon plus capable de raisonner correctement. Il faisait encore plus sombre dans la pièce. Le sol ensanglanté avait fait place à un sol glacé dans une pièce où il faisait bizarrement plus froid que dans le reste de la demeure. Mais au moins, elle ne marchait plus sur du sang. Elle commença à avancer dans la pièce à l'aveugle, en tâtonnant ce qui était à sa portée, jusqu'à ce qu'elle entre en collision avec quelque chose. Elle commença à toucher la dite chose pour essayer de l'identifier, et c'était froid, mais aussi légèrement collant, encore une fois. Et la forme que ça avait lui évoquait celui d'un corps suspendu par les pieds. Elle supplia intérieurement pour que ce ne soit pas ce qu'elle pensait. Quand la chose
qui se trouvait en face d'elle, eut un puissant spasme, et qu'elle entendit d'un coup, elle se précipita droit devant elle, repoussant violemment chaque chose qui entrait en collision avec elle, et une fois arrivée sur un mur, elle le longea précipitamment jusqu'à trouver une poignée de porte qu'elle ouvrit en espérant ne pas retourner dans la pièce où elle avait été avant. Une fois de l'autre côté, elle vit qu'elle était dans une caverne, dont le fond était éclairé par une lueur étrange. Mais elle n'eut pas le temps de contempler l'endroit ou de se calmer, qu'elle s'écroula et se mit à vomir, comme si ses intestins ne pouvaient plus supporter toutes les horreurs qu'elle avait vues et qu'elle voulait expulser tout ça de son corps. Une fois qu'elle eut fini, elle se sentait faible et fatiguée, mais elle avait perdu assez de temps. Si elle restait là, elle était morte. Et donc, elle se leva maladroitement, en se tenant à un rebord de la caverne, et commença à avancer doucement vers la lumière, au fond du tunnel. Elle espérait que ce soit la sortie. Et en arrivant au fond du tunnel, c'était une impasse. La lumière venait d'au-dessus d'elle. Et en voulant regarder d'où la lumière venait, elle posa les yeux sur une chose qui la paralysa. Une des créatures qu'elle avait vues dehors se tenait au-dessus d'elle. Mais celle-ci était plus grosse et arborait un sourire macabre. La chasse est terminée. J'ai assez joué avec toi. Prépare-toi donc à te faire dévorer. Emma reconnut tout de suite cette voix. C'était celle de la femme qui la poursuivait. Elle ne se posa même pas de questions sur son apparence actuelle et essaya de s'enfuir, quand elle sentit que quelque chose avait atterri sur elle et l'avait plaquée ventre au sol. Puis elle sentit que quelque chose s'était profondément enfoncé dans son cou. Et c'est en sentant son énergie la quitter, sous des bruits de succion intense, qu'elle sentit son esprit partir dans le brouillard. Je réouvris alors les yeux et alla faire ce que j'avais à faire. Et maintenant, je vais sans attendre vous donner votre récompense. Plus tôt, je vous ai dit qu'Emma était un cas un peu spécial, qui faisait partie d'un groupe de personnes qui ont subi des cauchemars similaires. Ces genres de cas où tout un groupe a vécu des cauchemars semblables sont des cas très rares, car ça veut dire que toute une communauté a commis un crime ensemble, et que pour les punir, le village les a tous enlevés à la chaîne pour leur faire vivre le même cauchemar, en changeant quelques détails selon les personnes. Ces cas où des communautés entières sont enlevées, c'est ce qui est arrivé aux habitants du village originel. Car tout le village s'en est pris à l'origine de leur peur, et c'est ce qui a causé leur perte. Moi compris. Voilà. Je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Nous poursuivrons donc la prochaine fois avec la phobie en I. Comment je vais aborder le sujet du jour? Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une phobie un peu spéciale. La iatrophobie, ou peur des médecins. Les médecins sont censés être des personnes bienveillantes qui souhaitent soigner les autres et viennent en aide à ceux qui sont en détresse. Mais des fois, certains médecins, pour le bien de la science, sont allés trop loin. Ou alors, en voulant bien faire, ont repoussé les limites de la décence humaine.
En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Des personnes souffrant de iatrophobie qui ont atterri ici. Et l'histoire d'aujourd'hui est particulièrement difficile. Mais elle me rappelle un peu ma condition. Donc, elle me tient quand même à cœur. De fait, nous allons suivre Jacob, avec un I, bien sûr. Bon, commençons sans plus tarder. Ce fut dans une pièce fermée, avec une infime source de lumière venant du hublot de la porte en face de lui, que Jacob se réveilla, les questions habituelles en tête. Il ne mit cependant pas longtemps avant d'ouvrir la porte pour arriver dans ce qui semblait être un début de couloir, coupé par une porte en métal, quelques mètres plus loin, et sur sa gauche, une porte menant à une autre pièce sûrement. La porte derrière lui faisant un clic une fois fermée. Il essaya de l'ouvrir, mais elle était bloquée. Il ne pouvait plus faire marche arrière, et n'avait qu'un endroit où aller. Il avança alors jusqu'à la porte, sur sa gauche, numérotée par le 10, et regarda brièvement la porte d'où il venait. Il n'y avait pas de chiffre sur celle-là. Juste à côté de la porte 10, sur le mur, se trouvait un emplacement où des documents étaient rangés. Jacob prit les documents et commença à les lire. Recherche, la résurrection. Sujet test 1R. Statut en progression. Expérimentation. Le sujet a été décapité, puis relié au prototype du système de survie. Actuellement, la tête du sujet a repris vie et peut réagir à des stimuli. Conclusion. Amélioration du prototype et amplification des tests pour le sujet de R. Il ne savait pas ce qu'il lisait, mais ça l'inquiétait profondément. Un autre document avec marqué dessus sujet 2R accompagnait celui où il y avait marqué sujet 1R. Il n'avait pas vraiment envie de le lire. Il n'avait pas non plus envie d'ouvrir la porte. Il regarda autour de lui quand il vit dans un coin du plafond une caméra qui visiblement était allumée au vu du voyant rouge. Il essaya de faire signe en demandant de l'aide pendant plusieurs minutes, mais sans succès. Au bout d'un moment, à attendre, il décida malgré tout d'ouvrir la porte 10, un peu hésitant. Et en ouvrant la porte, une vision abominable apparut devant ses yeux. Les documents sur le mur avaient décrit très précisément l'une des choses présentes dans la pièce. Et le pire était ce que Jacob soupçonnait être le sujet de R. Un homme avait été découpé en plusieurs morceaux, tous reliés à des tubes, câbles et autres machineries. Aussi, les deux horreurs en face de lui bougeaient légèrement, montrant des signes de vie, malgré l'état pitoyable dans lequel ces choses se trouvaient. Il ferma brusquement la porte, et au même moment, la porte en métal à côté de lui s'ouvrit, laissant place à un autre bout de couloir, lui-même bloqué par une autre porte. Au beau milieu du couloir, par terre, il y avait une croix, sur laquelle Jacob avança, un peu perplexe, avant que la porte automatique de là où il se trouvait ne se ferme d'un coup. De plus en plus de questions se bousculaient dans la tête du jeune homme. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait, et il n'arrivait pas à réaliser ce qu'il venait de voir. Qu'est-ce qu'il se passait dans cet endroit bizarre? Mais surtout, la porte s'était ouverte après qu'il ait été témoin de ce qui se trouvait dans la pièce numéro 10. Quel était son rôle? Il passa plusieurs minutes à réfléchir, quand il finit par se rendre compte qu'une autre porte numérotée se trouvait à côté de lui. Le numéro 2 y était apposé, et il y avait encore des documents rangés dans un emplacement prévu à cet effet. Il prit les documents, qui semblaient bien plus nombreux, et commença à les lire, un peu hésitant. Recherche, clonage. Sujet test 1C. Statut, échec. Expérimentation. J'ai essayé de créer un embryon de clone basé sur mes propres cellules. Et j'ai tenté d'accélérer la croissance de l'embryon.
mais celui-ci a développé des difformités corporelles et a fini par mourir. Mon Dieu. Conclusion. Essayez de trouver un moyen pour stabiliser les cellules de l'embryon avant croissance accélérée. Sujet 2C, statut échec. Sujet 3C, statut échec. Échec, échec. Encore échec. Oh mon sang. Il y avait une dizaine de pages, avec à chaque fois marqué échec, disant que les embryons étaient décédés de diverses manières. Jacob n'en croyait pas ce qu'il lisait. Il avait envie de vomir, en se disant qu'il devait ouvrir la porte pour assister à ça. Il reposa les documents un peu tremblants et ouvra et ferma la porte rapidement, les yeux fermés. Mais rien ne se passa. Il recommença rapidement, les yeux ouverts, en espérant qu'il n'aurait pas le temps de voir quoi que ce soit. Et pareil, rien ne se passa. Il ouvrit alors la porte lentement, les yeux fermés, et attendit. Mais encore une fois, rien. Il ouvrit alors les yeux, lentement et hésitant, pour constater encore une fois que les documents avaient décrit ce qu'il devrait voir. Les capsules contenant des fœtus étaient alignées. Certains étaient difformes, d'autres non, mais il n'y avait aucun signe de vie en chacun d'eux. Et surtout, un des fœtus était allongé sur une table. Et il n'y avait bien sûr aucune chance que celui-ci soit en vie. Il ferma alors la porte, et l'autre porte automatique s'ouvrit à côté de lui. Il regarda alors autour de lui, et en voyant une autre caméra, il commença à pester. « Vous êtes des grands malades! C'est quoi le but de me faire voir tout ça? Ça vous amuse ?» Il n'y eut aucune réponse, et avança dans la prochaine partie du couloir, la rage au ventre. Une fois la porte fermée, il vit une autre porte numérotée, par le 13 cette fois, et prit de suite les documents sur lesquels il était marqué « Recherche, hybridation ». Il jeta les documents par terre de colère et ouvrit la porte d'un coup sec. Devant ses yeux apparut alors un laboratoire plus grand que les autres, rempli de cuves et de cages où se trouvaient des créatures étranges. Dans les cages, non loin de notre observateur médusé, se trouvait une créature qui ressemblait vaguement à un fœtus du laboratoire précédent, mais avec un aspect plus animal. Et juste à côté, une autre de ces choses observait le jeune homme attentivement. Elle avait une taille adulte, et on aurait dit un croisement entre un homme et un rat. Jacob ferma immédiatement la porte et s'écroula, le dos contre la porte, en mettant ses mains sur son visage, pendant que la porte automatique s'ouvrait à côté de lui. Il n'en pouvait plus. Il était épuisé mentalement. Quel était le but de tout ça? Il regarda dans l'autre partie du couloir, et cette fois-ci ce n'était pas une porte en métal qui était au bout, mais une simple porte, sans numéro, comme celle de la pièce où il s'était réveillé. Alors, il se leva et avança jusqu'à la porte en espérant retourner dans cette pièce où certes il faisait noir, mais où il n'aurait plus à voir de choses dérangeantes ou bizarres, et où il pourrait se reposer pendant un temps. Il ouvra alors la porte et entra dans la pièce, qui cette fois était allumée et vide. Puis un clic venant de la porte se fit entendre, et ensuite il sentit une odeur étrange, et la fatigue l'emportait de plus en plus, jusqu'à ce qu'il s'écroule et s'endorme. À son réveil, il était allongé sur ce qui semblait être une table d'opération. Il avait du mal à réfléchir et à bouger, et finit par se rendre compte que des sangles entouraient ses poignets, chevilles et son cou. Il essaya de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche, quand il prit conscience que quelque chose manquait. Il sentait la panique et un profond stress monter en lui. Il avait envie de pleurer, quand il entendit
ce n'est pas la peine d'essayer de parler ou de crier. Je vous avais dit au silence. Je ne voudrais pas que vous me cassiez les oreilles lors de la prochaine étape des expérimentations que nous faisons ensemble. Un homme habillé d'une blouse de médecin s'était approché de Jacob, un sourire sinistre sur le visage. Vous devez avoir 1 million de questions, j'imagine. Dommage que vous ne puissiez plus parler. Mais je vais sûrement répondre à certaines d'entre elles, en vous expliquant pourquoi vous êtes ici. Je vous ai emmené en ce lieu pour être le cobaye du dernier sujet de mes recherches actuelles, sur la limite de l'esprit humain. Autrement dit, je vais commencer par tester les limites de votre esprit en vous montrant des choses de plus en plus abominables, jusqu'à ce que votre esprit se brise, et que vous ne soyez devenu inutile. Mais pour que vous vous teniez tranquille, pendant que je vous place la machine sur le visage, je vais vous faire dormir à nouveau quelques minutes. Partons du principe que c'est la fin de l'histoire. Car après ça, le docteur sinistre, comme je l'appelle, a mis à Jacob une machine sur la tête, qui le força à regarder des horreurs pendant un temps qui sembla interminable. Et une fois que l'esprit du jeune homme fut finalement brisé, il mit fin à son cauchemar en lui arrachant lui-même les yeux. Je réouvris ensuite les miens à mon tour, et sus ce qu'il me restait à faire. Je vous avais dit que le destin de Jacob et le mien était semblable. Tous deux obligés d'assister à des horreurs qui rendraient fou la plupart d'entre nous. J'ai moi-même failli le devenir, à plusieurs reprises. Mais je ne sais pas si c'est le village qui m'a empêché de le devenir, ou si je n'ai pas fini par prendre l'habitude de tout ça. Ou bien peut-être que je pense tout simplement mériter le sort qui est le mien. Après tout, c'est entièrement de ma faute si j'ai fini ici. J'espère juste ne pas finir dans le même état que Jacob. Nous aborderons le sujet au moment venu. En attendant, je continuerai à rédiger ce journal. Mais j'y pense. Ça fait un moment que nous n'avons pas eu de nouvelles âmes au village. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour un nouveau chapitre de mon journal. Et je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises, j'ai dit que les histoires que je vous racontais étaient spéciales. Et en fait, oui, bien évidemment qu'elles le sont. Elles le sont tellement d'ailleurs que c'est ces histoires que j'ai choisies parmi les milliers d'histoires que je pouvais vous raconter. Et donc, l'histoire du jour ne déroge pas à la règle. Mais même parmi les autres phobies que nous avons explorées ensemble, celle-là est bien singulière. Déjà, rien que par le fait que ce ne soit pas une phobie à proprement parler. Mais vu que nous sommes à la lettre J et qu'il n'y a pas beaucoup de phobies intéressantes dans cette lettre, je vais me permettre d'utiliser mon joker. Enfin. Je vous ai dit qu'avant que le terme phobie existe, les journaux inscrivait juste le nom de la peur en rapport au cauchemar qu'il y répertoriait. Et pour les peurs qui n'ont pas de thème particulier pour les nommer, les journaux ont continué d'inscrire juste le nom de la peur. Aujourd'hui, c'est de l'une de ces peurs que nous allons parler. De la peur des jeux. À l'origine, les jeux sont censés être amusants. Mais au fil du temps, certains jeux sont devenus quelque peu malsains ou trop addictifs pour certaines personnes, qui s'y sont plongées quitte à vivre un véritable cauchemar par la suite. Et durant ce chapitre, nous allons suivre l'histoire de Joe. Vu que j'ai baptisé ce chapitre Joker, ça fera l'affaire. Et même si le thème du jour semble plutôt fun, malheureusement, je ne pense pas que nous allons beaucoup nous amuser aujourd'hui.
De fait, Joe s'était réveillé comme d'habitude, un peu perdu. Mais il n'avait pas eu vraiment le temps de réfléchir car il était braqué par tout un tas de projecteurs et en y regardant mieux, par autant de caméras. Une nouvelle question lui venait alors en tête quand il entendit une forte voix sortir de nulle part et de partout en même temps. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de notre émission. Aujourd'hui, un pauvre homme qui n'a pas pu payer ses dettes va devoir nous divertir en remportant une série de jeux pour gagner sa liberté. Joe regarda autour de lui, et il semblait qu'il était sur une grande scène entourée par des écrans, des caméras, des projecteurs, et derrière tout ça, des gradins, dont un public enthousiaste le regardait en criant et sifflant. Il commença à courir vers les bords de la scène, mais il se rendit compte que la scène était elle-même entourée d'un gouffre dégageant au fond de celui-ci de fortes flammes. Ouh là là, attention à la chute, et oui mon cher monsieur, vous ne pouvez vous échapper, en tout cas pas en vivant. Maintenant si vous le voulez, que diriez-vous de vous calmer, afin que nous puissions commencer? Nous n'avons pas toute la journée après tout. Me calmer? Où est-ce que je suis? Et qu'est-ce que vous me voulez? Vous n'avez pas écouté? Vous vous êtes endetté auprès de notre casino, et vous n'avez pas pu rembourser votre dette. Vous allez donc participer à une autre sorte de jeu. Quoi? Mais attendez, je ne me rappelle pas de ça, moi. Je ne me rappelle même pas qui je suis. Vous avez entendu, cher spectateur, il est amnésique, comme c'est pratique. Mais Désolé mon ami, mais amnésique ou pas, vous allez rembourser votre dette. Et vous allez donner de votre personne. Et si je refuse? Eh bien, disons simplement que nous vous utiliserons d'une autre manière. Et ce sera bien moins amusant. Joe sentait des frissons lui parcourir tout le corps. Il ne savait pas ce qu'il lui réservait s'il refusait de jouer le jeu. Mais il n'avait pas envie de le savoir. Bon, d'accord. J'accepte. À la bonne heure. Bon, vu que nous avons pris du retard, je vais devoir expédier rapidement les règles du jeu. Vous allez avoir 5 épreuves, toutes basées sur un de vos 5 sens. L'ouïe, le toucher, le goût, la vue et l'odorat. Vos sens seront comme des jetons, et vous pourrez les mettre en jeu. Vous choisissez le sens que vous voulez mettre en jeu, on vous fait passer l'épreuve en question, et si vous réussissez, vous conservez votre sens. Mais si vous échouez ou abandonnez, vous aurez donc perdu, et par là même, vous perdrez le sens que vous aurez mis en jeu. Mes sens? Comment vous allez me les retirer? Pas d'inquiétude, c'est sans douleur, et aussi simple que d'avaler un cacheton. Mais ne m'interrompez pas, je vous prie. Donc, si vous perdez tous vos sens, vous aurez perdu la partie, et vous deviendrez notre esclave pour le restant de vos jours. En revanche, si vous réussissez à conserver ne serait-ce qu'un de vos sens, vous aurez le droit à une partie supplémentaire. Ce sera un peu comme un joker, où vous pourrez, si vous l'emportez, récupérer tous vos sens et votre liberté. Et si vous perdez... disons que vous ne voulez pas le savoir. Aussi, pour rajouter de la difficulté, vous n'aurez le droit d'abandonner qu'une seule et unique fois. Joe était de plus en plus inquiet, mais hochait la tête comme pour confirmer qu'il avait tout compris. Bien! Alors, quel sens misez-vous en premier? Joe réfléchit à toute vitesse et conclua que le sens qui le dérangeait le moins de perdre serait le goût. Il annonça alors le sens qu'il voulait miser, et alors sur les écrans une animation pour dire qu'il avait mis son goût en jeu, et annonçant le jeu du goût s'affichèrent. Il vit alors une table et une chaise sortir d'une trappe au sol, avec sur la table un plat caché par une cloche à plat. Il s'asseya et leva la cloche, ce qui révéla ce qui semblait être une soupe, d'une couleur et d'une apparence bien particulières.
En entrée, le chef vous a servi sa soupe de sang. Sang de quoi, par contre, mystère. Hein? Vous espérez pas que je mange ça, j'espère? Bien sûr que si, et vous allez la finir. Sinon, vous perdrez un jeton, et bien évidemment, un sens. Ce serait bête d'abandonner pour si peu. Joe regarda la mixture attentivement, avec dégoût, puis il prit le bol dans ses deux mains et le guida jusqu'à sa bouche où il avala la soupe d'entrée, malgré le goût horrible qu'elle avait. On aurait dit un mélange de tomates et de fer. Une fois fini, la foule et le présentateur du show l'applaudissèrent et l'encouragèrent. Puis une deuxième table et une autre chaise sortirent du sol. Le jeune homme alla s'asseoir à la deuxième table, et la première retourna dans la trappe d'où elle était sortie. Il leva à nouveau la cloche, et une fois le contenu de son prochain plat en vue, il lâcha la dite cloche, qui tomba par terre. Sur l'assiette, en face de lui, se trouvaient 3 araignées, qui avaient l'air d'avoir été cuites, entourant une coupelle de sauce avec des légumes, pour accompagner et décorer le tout. Non mais c'est une blague? Pas du tout! C'est un plat qui vient tout droit du Cambodge. Nous nous sommes dit que ça vous ferait voyager. Voyager de rien du tout. Hors de question que je mange ces choses. Vous voulez gâcher de la nourriture? Et au passage, gâcher votre seule chance d'abandonner dans un autre jeu? Je gâche rien. Mangez-le si vous le voulez, mais moi je n'y toucherai pas. Et tant pis pour le reste des jeux. Rien ne peut être pire que celui-là à mon avis. Très bien. Dans ce cas, ça veut dire que vous abandonnez. Et donc... L'écran en face de Joe indiqua qu'il avait perdu le jeu, et alors que la scène redevenait normale, une nouvelle trappe s'ouvrit devant lui, laissant sortir un support sur lequel il y avait une assiette contenant une petite pilule. Je vous l'avais dit, aussi simple que d'avaler un cacheton. Et avant que vous ne demandiez, si vous ne le prenez pas par vous-même, nous serons obligés de le faire de manière plus musclée. Le jeune homme se résigna et avala la pilule. Quelques secondes après, il avait une impression bizarre dans la bouche, mais il n'arrivait pas clairement à définir ce qu'il ressentait. C'est tout? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Bon, pouvons-nous continuer? Joe acquiesça. Il regarda l'écran et décida de miser son odorat, pensant qu'il aurait sûrement plus besoin du reste. Et l'écran annonça alors le prochain jeu, et 3 petites machines munies de sortes de masques à oxygène sortirent du sol. Aussi 3 images représentant des poissons, un vautour en train de vomir et un cadavre, s'affichèrent sur l'écran. Le jeu est simple. Renifler l'odeur dans les masques et associer ces odeurs à la bonne image affichée sur les écrans. Rien de plus facile, n'est-ce pas? Joe n'avait même plus envie de contester, et avança silencieusement, et à contre-cœur, jusqu'à la première machine. Il mit le masque sur son nez, et faillit vomir. À peine avait-il eu le temps de sentir l'odeur à l'intérieur. Si toutes les odeurs qui suivaient étaient semblables, voire pires, il allait encore passer un sale quart d'heure. Mais il avait déjà abandonné un jeu, et il ne pouvait donc pas le refaire. Et donc, il encaissa et continua l'épreuve, en trouvant peu à peu les bonnes associations malgré les multiples hauts le cœur qui le prenaient. Il y avait donc l'odeur de cadavre, qui sentait clairement la mort, celle du vomi de vautour, donc un mélange de vomi et de cadavre, et une odeur de poisson fermenté au nom imprononçable qu'on mangeait visiblement en Suède. Je me permets de résumer un peu pour que le chapitre ne soit pas trop long. De fait, après ça, l'écran indiquait la victoire de Joe, et le présentateur avait l'air étrangement ravi pour lui. Notre cher ami décida ensuite de jouer au jeu de Louis. Et alors que les machines repartirent dans les profondeurs de la scène, une nouvelle table ressortit, un casque audio posé dessus. Le présentateur expliqua à Joe qu'il lui suffisait de mettre le casque sur sa tête et de tenir pendant 15 minutes sans le retirer, alors que les bruits désagréables passeraient dans le casque.
pour remporter le jeu. Joe plaça alors le casque sur sa tête, et quelques secondes plus tard, des bruits de crissement, de bébés en pleurs et de Larsen, à plein volume, se firent entendre. Le pauvre homme serrait les poings et les dents, et finit même par se recroqueviller sur le sol. Chaque minute lui semblait durer une éternité. Et finalement, au bout des 15 minutes, les bruits s'arrêtèrent. Il fallut plusieurs secondes à Joe pour le remarquer, et qu'il se lève doucement en retirant le casque sous les applaudissements du public et du présentateur qui ne tarissait pas d'éloges sur Joe. Et puis, vint le prochain jeu, celui du toucher. Les deux derniers furent sans conteste les plus éprouvants, je pense. Pour le jeu du toucher, Joe devait récupérer 3 balles en métal dans 3 contenants différents, avec interdiction de vider les 10 contenants. La première était dans une caisse remplie de larves encore vivantes, et Joe n'essayait même plus de contester depuis tout à l'heure, puisque là, il était résigné, et donc il enfonça doucement sa main dans le tas de larves qui bougeait tout autour de son bras. Au bout de quelques petites minutes, il trouva la balle et la ressortit, encore une fois sous les applaudissements du public. Mais la seconde balle, elle, se trouvait dans une grande boîte, remplie de clous et de lames de rasoir. Joe voulut contester, mais il se rappela que ça ne changerait rien. Donc, il écarta les lames et les clous doucement d'une main en y enfonçant l'autre tout aussi lentement. Les recherches étaient plus longues, car même si la balle était d'une taille raisonnable, elle était aussi en métal, et donc il mit plusieurs minutes à la trouver. Non pas sans récolter au passage diverses coupures et raflures. Mais le pire restait à venir. Car une fois le dernier contenant révélé, Joe constata qu'il s'agissait d'une urne en pierre dont s'échappaient de fortes flammes. « Non mais ça va pas? Je vais pas enfoncer mon bras dans cette fournaise !» Oh, bien sûr que si, vous allez le faire. Je vous rappelle que vous ne pouvez plus abandonner. Et bien sûr, si vous refusez de participer, ce sera avec bien plus qu'une petite brûlure que vous repartirez de cette scène. Mais je suis d'humeur généreuse. Je vais vous dire où se trouve la balle. En plein milieu, tout au fond. Vous avez juste à la prendre. Le cœur de Joe battait à toute allure. Il était révolté et terrifié, et tout le public rigolait autour de lui. Il regarda les flammes et à plusieurs reprises tenta d'y enfoncer le bras, pour récupérer la balle sans vraiment oser le faire. Puis finalement, il y alla d'un coup sec en poussant un grand cri semblable à un rugissement, qui se changea en cri de douleur quand son bras entra au contact des flammes. Mais il continua jusqu'au fond pour attraper un objet rond et brûlant. Puis il ressortit son bras et lâcha la sphère en fusion qui tomba sur le sol. L'action n'avait même pas duré quelques secondes. Mais il lui sembla que ça avait duré au moins 1 minute entière. Son bras était meurtri et des morceaux de peau étaient restés collés à la balle sur le sol. Il se sentait très mal et tomba à genoux. Il avait l'impression qu'il allait s'évanouir. Il ne faisait plus attention à ce qui l'entourait, quand il se sentit se redresser malgré lui et une main se mettre sur sa bouche, le forçant à avaler quelque chose. Au bout de quelques secondes, la douleur avait presque disparu, mais son bras était toujours dans un sale état. Il mit une autre poignée de secondes à se remettre et comprit qu'on lui avait donné une pilule. Alors qu'il allait protester en disant qu'il avait réussi, le présentateur le coupa. Oui, vous avez réussi, je vous assure. Et nous ne vous avons pas retiré votre toucher, nous vous avons juste donné un puissant antidouleur. Nous n'allions quand même pas vous laisser souffrir indéfiniment, nous ne sommes pas des monstres après tout. Joe ne savait plus quoi dire. Il regarda autour de lui, demandant qui lui avait donné le médicament, et le présentateur resta évasif sur le sujet, annonçant le prochain et dernier jeu, celui de la vue. À cet instant, l'écran afficha une femme, de dos, dans une pièce, qui avait l'air un peu perdue.
Voyez-vous, cette femme non plus n'a pas remboursé ses dettes et a refusé catégoriquement de participer au jeu. De fait, nous allons la punir. Votre rôle, mon cher, sera d'assister à sa punition jusqu'à la fin, sans détourner ou fermer les yeux. Vous pouvez cligner des yeux, bien sûr, mais pas trop longtemps, hein. Joe était tout aussi perdu que la femme dans l'écran. Qu'allait-il lui faire subir? Quand soudain, la porte s'ouvrit, et plusieurs hommes nus avec une chaîne autour du cou rentrèrent, leur regard se ressemblant plus à celui d'une bête affamée plutôt qu'à celui d'un être humain. Ils se jetèrent sur la pauvre femme et déchirèrent ses vêtements, pour après commencer à lui faire des choses que je ne devrais peut-être pas vous décrire. Mais Joe était dégoûté, révolté, choqué. Il ne pouvait supporter de regarder cette scène horrible. Ces hommes aussi n'ont pas remboursé leurs dettes et ont aussi refusé de jouer. Nous les avons donc enfermés puis drogués pour qu'ils puissent nous servir au moment propice. Vous êtes des grands malades! De quel droit vous faites ça? De quel droit? Les perdants n'ont aucun droit ici. Joe, les larmes aux yeux, tomba à genoux et baissait la tête, ne pouvant plus assister à ce cauchemar. Le présentateur annonça alors sa défaite. Les pensées et les questions se bousculaient dans la tête du jeune homme. Pourquoi? Comment? Qu'avait-il fait pour mériter ça? Et tous ces pauvres gens? Puis il releva la tête. Sur la scène, il y avait à nouveau une table et une chaise. Il se leva doucement et alla jusqu'à la table et vit qu'un pistolet y était posé. M'avez-vous entendu? Joe reprit ses esprits et regarda en direction de l'écran. Je répète, voici le jeu bonus, votre Joker. Il s'agit d'une toute bête roulette russe. Vous avez autant de balles dans le chargeur que d'épreuves perdues. Donc, 2. Si vous survivez, vous gagnez et vous pourrez partir. Si vous mourrez, eh bien, vous serez mort. Joe regarda l'arme et la prit sans trop réfléchir. Il était presque comme un zombie. Il n'en pouvait plus. Il voulait juste que ça se finisse. Il pointa alors le canon sur son crâne, appuya et... Je rouvris les yeux et devina le destin du garçon. Mais je me suis toujours demandé depuis, si la fin était vraiment juste un coup de malchance, ou si ça se serait fini de la même manière quoi qu'il arrive. Enfin, essayer de comprendre l'esprit tordu derrière l'entité qui contrôle le village serait un exercice bien vain. Et puis, j'ai l'impression que, malgré le fait qu'il y aurait normalement un moyen de se libérer des cauchemars, le village a, à de nombreuses reprises, fait en sorte que ce soit impossible. Peut-être que ce n'est qu'une impression. Enfin, je ne sais pas. En revanche, ce que je sais, c'est que la prochaine lettre sera la lettre K. Et nous nous retrouverons donc au prochain chapitre. En avant pour une nouvelle histoire. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la corriganophobie, ou peur des lutins. Les lutins sont des petites créatures humanoïdes, en général décrites comme ayant des oreilles pointues, qui aiment les farces et qui peuvent être pour la plupart bienveillantes comme malveillantes. Il existe plusieurs espèces de lutins, comme le gobelin, le léprochaune ou bien évidemment l'espèce qui a donné le nom à la faune du jour, comme je le présume, les corrigans. Et c'est de eux que nous allons parler. Et la personne que nous allons suivre lors de ce récit se nommera Corentin. De fait, nous pouvons commencer. C'est dans un lieu sombre où notre témoin des événements ne voyait ni ses mains ni ses pieds, ni rien d'autre que notre histoire commença. Les questions se bousculaient dans sa tête quand il entendit des petits bruits étranges. Et quelqu'un? Arrêtez, c'est pas drôle! Il a raison. Arrêtez. N'affolons pas notre invité.
Qui a dit ça? Où est-ce que vous êtes? Je vous vois pas. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, nous ne vous voulons aucun mal. Pour le moment? Oui. Nous verrons après si notre décision changera ou pas, en fonction de votre réussite ou de votre échec. Ma réussite ou mon échec sur quoi? Nous allons vous faire passer une épreuve. Si vous la réussissez, vous pourrez partir d'ici. Et nous exaucerons un de vos vœux. Et si vous échouez, disons simplement que vous resterez avec nous pour toujours. Alors que Corentin allait protester, il sentit une douleur vive à la tête. Comme si quelqu'un lui avait mis un coup. Et il perdit connaissance. À son réveil, il se trouvait dans une forêt, en plein milieu d'un cercle composé de champignons, qu'on appelle ronde sorcière. Il regarda autour de lui et sentit quelque chose de chaud dans sa poche. En la fouillant, il sortit un cristal qui émettait une légère chaleur, ainsi qu'une douce lumière. Vous êtes enfin réveillé. Parfait. Ce n'est pas la peine de répondre au cristal. Ce que vous entendez a déjà été enregistré. Notre cher ami était bien évidemment surpris d'entendre une voix sortir d'un cristal, surtout quand la voix qui en sortait était celle qu'il avait entendue quand il était plongé dans les ténèbres. Voici votre défi. Vous devez suivre le chemin pavé de champignons. Durant votre parcours, vous aurez différents défis que vous devrez relever pour faire apparaître la suite du chemin. Et si vous réussissez à atteindre le bout du parcours avant la nuit, vous aurez gagné. En revanche, si la nuit tombe avant que vous n'atteigniez la fin du parcours, vous aurez perdu. Le cristal vous donnera les informations nécessaires quand vous arriverez sur le lieu d'un défi. Corentin ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et il n'arrêtait pas de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi moi? Où suis-je? Etc. Mais il prit vite conscience de la situation. Il n'avait que jusqu'à la tombée de la nuit pour réussir l'épreuve, et il ne savait pas combien de temps il lui restait. Il commença alors à suivre prudemment le chemin de champignons, en espérant que tout se passerait bien durant son épreuve, et qu'il pourrait repartir d'ici. Il marcha pendant un bon moment, en suivant attentivement le chemin de champignons jusqu'à arriver dans un nouveau rond de sorcières, qui entourait un amas de rochers, ainsi que 2 plateaux de roches sur lesquels étaient posées 2 petites pierres. Sur l'un, les pierres étaient placées de sorte à former ce qu'on appelle un dolmen, et sur l'autre, les pierres étaient posées en vrac. Voici votre premier défi. Ce n'est pas très difficile à comprendre. Il faut juste réparer le dolmen, en vous servant des plateaux. Bonne chance. Sans vraiment réfléchir, Corentin prit alors une des pierres du plateau en vrac dans sa main, et le tas de roches en face de lui commença donc à trembler. De fait, il commença à manipuler les pierres, de sorte à ce que les pierres du plateau en vrac soient dans la même disposition que sur l'autre plateau. Une fois que les pierres sur les 2 plateaux furent dans une formation identique, les roches en face de Corentin commencèrent à s'envoler dans les airs, pour se reposer petit à petit, pour ressembler aux formations des plateaux. Et c'est alors que le dolmen était reformé que... Félicitations, vous avez réussi l'épreuve. Le chemin doit être apparu derrière le dolmen. Corentin fit le tour jusqu'à aller là où le cristal lui disait d'aller, et effectivement le chemin continuait. Il reprit alors sa route en allant plus vite pour que le temps ne lui fasse pas défaut. Il était plutôt satisfait de sa réussite, mais il avait aussi peur de ne pas sortir de cette forêt. Surtout qu'il avait l'impression d'être constamment surveillé par celle-ci. Finalement, il arriva dans un autre cercle où, cette fois, se trouvait un cristal posé sur un socle au centre du cercle, entouré de plein d'autres socles surplombés d'autres cristaux. Voici votre deuxième défi, un peu plus difficile cette fois. Vous allez devoir faire en sorte que la lumière se diffuse de sorte à former un cercle de lumière, et en même temps
que chaque cristal autour du cristal central lui offre un peu de leur lumière. Vous avez 3 moments dans la journée où le soleil offre ses rayons au même cristal que vous utiliserez pour commencer. Juste après le lever, au zénith, et juste avant le coucher. À vous de jouer. Corentin regarda les cristaux et vit qu'un d'entre eux reflétait la lumière dans le vide. Et en regardant vers la cime des arbres au-dessus de lui, il aperçut 3 ouvertures dans les feuillages. Ces ouvertures laissaient passer les rayons du soleil, et la lumière semblait venir de l'ouverture centrale. Ça devait être alors logiquement le zénith. Il se sentit soulagé, et commença à manipuler les cristaux, les faisant tourner sur leur socle pour que la lumière se diffuse comme il le souhaitait. Mais alors qu'il touchait presque au but, la lumière des cristaux s'éteignit. Non, qu'est-ce qui se passe? Il regarda à la cime des arbres, et la lumière s'était évanouie dans les feuillages. Il savait bien ce que ça signifiait. Il allait devoir attendre que la lumière revienne. Et que ce serait juste avant le coucher du soleil. La panique envahissait le pauvre homme, qui savait qu'il n'aurait alors que peu de temps pour réussir son 3e défi. Il commençait à se maudire lui-même pour avoir pris son temps avant d'arriver au premier défi. J'aurais dû me précipiter dès le départ. Si je l'avais fait, j'aurais déjà fini le 2e défi. Les heures lui semblaient longues en attendant que les rayons du soleil reviennent. Il essayait de manipuler les cristaux de différentes façons pour voir si ce n'était qu'une question de positionnement, pour les remettre de la même façon qu'il les avait placés avant que la lumière ne s'éteigne, quand il eut testé moult autres formations. Finalement, au bout de cette longue attente, la lumière des cristaux réapparut, au moment où les rayons commencèrent à transpercer la 3e ouverture. Corentin se hâta alors de continuer les manipulations des cristaux restants, et en très peu de temps, tous les cristaux étaient reliés entre eux et avec le cristal central. Et une fois tous les cristaux reliés et illuminés... Bravo, vous avez réussi le 2e défi. Dépêchez-vous de continuer. Il vous en reste un 3e. Il serait dommage que vous perdiez du temps. À peine la voix était sortie du cristal de Corentin que celui-ci avait déjà commencé à faire le tour du cercle pour trouver la suite du chemin et avait continué sa route. Cette fois-ci, il courait en suivant le chemin, et il mit peu de temps avant d'arriver au 3e cercle, totalement essoufflé. Mais il n'y avait rien dans le cercle. 3e défi. J'ai perdu un objet de valeur il y a longtemps dans ce cercle. Vous allez devoir creuser et le retrouver. Nous verrons si vous avez de la chance. Panique et désespoir envahissaient notre pauvre âme qui se voyait déjà errer dans cette forêt pour l'éternité. Il ne lui restait pas beaucoup de temps, et il devait s'en remettre à la chance. À mesure que les trous apparaissaient dans le cercle, la lumière du soleil disparaissait peu à peu, alors que Corentin continuait à creuser, recommençant même à creuser dans des trous qu'il avait déjà bien entamés. C'est peut-être dans celui-là? Non, attends, j'ai pas encore creusé ici. Ah! Mais où se trouve sa stupide babiole? Il m'a même pas dit ce que c'était en plus. Non, t'as interdiction de t'éteindre, toi. Tu continues à m'éclairer tant que j'ai pas quitté cette fichue forêt. Au bout d'un moment, quelque chose de dur, mais ne ressemblant pas à de la roche, fit son apparition, après un dernier effort de Corentin. C'est alors qu'avec les ongles ravagés et en sang, les larmes aux yeux et la rage au ventre, il extirpa avec beaucoup d'effort ce qui semblait être un coffre. Mais à peine le coffre était-il sorti de son trou que les rayons du soleil avaient disparu. Et le cristal ne réagit point cette fois-ci. De plus, le chemin n'était pas apparu. De dépit, Corentin essaya d'ouvrir le coffre, mais il était fermé à clé. Et c'est alors que de nouveaux bruits se firent entendre. Ils entouraient le pauvre homme désespéré qui reconnut ses rires. Il savait que la fin l'attendait. Une flamme s'alluma, et apparut alors dans les ténèbres un petit être, tenant une torche en forme de bougie. Corentin n'en croyait pas ses yeux. Je suis désolé, mais vous avez échoué. C'est dommage, mais vu que vous avez échoué, je ne pourrai empêcher mon peuple de faire ce qu'il veut de vous. J'espère au moins que vous mourrez vite. La lumière de la torche s'éteignit, et un tas de petites lueurs rouges vives apparurent à leur tour dans la pénombre. Corentin espérait avoir mal compris,
Mourir? Non, il ne pouvait pas mourir ici. Et c'est alors que dans sa réflexion et dans son désespoir, il sentit quelque chose s'enfoncer dans sa jambe, puis dans son bras, puis de plus en plus de poids et de douleur l'accablaient, à tel point qu'il tomba par terre. Il savait ce qui lui arrivait. Les créatures commençaient à le mordre et à le dévorer. Et c'est dans les hurlements de douleur causés par les morsures et la chair arrachée et dévorée de notre pauvre âme meurtrie que se termina cette histoire. Je rouvris les yeux, après avoir ressenti toute la douleur qu'il avait ressentie avant que son âme succombe, et dû faire ménage de ce carnage. Je suis retourné voir les enveloppes de certaines âmes brisées dans lui quand je terminais le ménage, et alors qu'il ne restait que des ossements ensanglantés quand je l'ai extirpé de son cauchemar, la dernière fois que je l'ai vu, son enveloppe avait repris sa forme initiale. Même si bien évidemment, il arborait la même expression que toutes les autres âmes brisées. Je vais mettre fin à ce chapitre et enchaîner avec le prochain. Car à moins que je ne me trompe, le village a arrêté d'enlever les âmes pour le moment. Du moins, je l'espère. Il est toujours difficile de commencer un nouveau chapitre. Je ne sais jamais quoi dire pour le commencer. Mais pour ce chapitre, je pense que commencer de cette manière est acceptable. À la base, vu que lors de l'hémophobie nous avons fait un tour du côté des vampires, je pensais parler de la lycanophobie ou de la lycanthropophobie, qui sont respectivement les peurs des loups et des loups-garous. Mais en réfléchissant à comment commencer ce nouveau chapitre, je me suis rappelé d'un cauchemar qui peut être tout aussi intéressant à raconter. De fait, le sujet du jour sera celui que j'ai choisi comme titre de ce chapitre. La leucocélophobie, qu'on peut aussi appeler syndrome de la page blanche. On pourrait dire qu'avec tout ce que j'ai vu et vécu depuis que je suis ici, je ne risque pas de manquer d'inspiration. Mais vu que c'est la première fois que je rédige un journal de la sorte, des fois je peux moi aussi me retrouver perdu dans tout ce que j'ai à raconter. Mais il ne sera pas question de moi dans ce chapitre, mais de Loïc, qui a été la pauvre âme qui a vécu le dit cauchemar. De fait, ne perdons pas plus de temps et commençons donc son histoire. Comme vous le savez, à leur réveil, dans leur cauchemar, la plupart des âmes n'ont plus aucun souvenir. Mais nous avons aussi déjà parlé par le passé de cas où le village implantait, petit à petit, de nouveaux souvenirs par le biais d'éléments du décor ou d'événements, comme avec Chloé, pour ceux qui s'en rappellent. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour Loïc, dès lors qu'il a ouvert les yeux dans ce qui semblait être un appartement. Le village avait sûrement dû reproduire son appartement du monde réel, car, quand bien même à son réveil il avait les mêmes questions habituelles en tête, il ne fallut que quelques secondes pour qu'il reprenne ses esprits et ne commence à entamer ce qui semblait être la routine pour lui. Il agissait machinalement. Réveil, toilette, douche, petit déjeuner, et enfin il s'asseyait devant son bureau, une page blanche face à lui, un stylo posé dessus. Et c'est là que le cauchemar commença. Il passa un long moment à observer cette page et à réfléchir. Et plus le temps passait, plus il avait mal au crâne, plus il était pris de tremblements. Plus il se sentait étouffé, comme si la page était en train de l'aspirer, et qu'il disparaissait dans le néant. Et d'un coup, il se leva et se jeta sur son lit, la rage au ventre. Il passa la journée dans son lit à continuer à réfléchir à son histoire. Et quand il eut une idée, il allait l'écrire. Mais à chaque fois qu'il commençait à écrire quelque chose, il déchirait la page et la jetait à la poubelle, se répétant que c'était nul. Et ça dura toute la journée comme ça, jusqu'à ce qu'il se couche le cœur lourd et
les larmes aux yeux. Il devait aussi prendre des médicaments pour réussir à dormir. Sinon, il ne pouvait s'empêcher de se retourner le cerveau aussi toute la nuit. Et c'est ainsi qu'un cercle vicieux s'installa. Chaque jour, c'était la même chose. Réveil, toilette, douche, petit-déj et le supplice, puis dodo. Et on recommence, de jour en jour, encore et encore. Jusqu'à ce qu'à un moment, le téléphone de Loïc se mit à vibrer, annonçant un appel, et qu'une autre forme de panique ne le submerge. Il hésitait à décrocher, mais bizarrement, il savait que ça ne servirait à rien. Alors il décrocha et... Allô? Ah, bah enfin, tu décroches. Qu'est-ce que tu faisais encore pour mettre autant de temps? En fait, tu sais quoi, je m'en fiche. Parlons plutôt de ton manuscrit. T'en es où? Tu l'as fini? Ça fait déjà un moment que je t'attends, là. Oui, je suis dessus. J'y travaille. Ah, bah super. Tu l'as bientôt fini? Plus ou moins. Tu l'as toujours pas commencé, hein? Va falloir que tu te bouges un peu. Je peux pas t'accorder éternellement un délai supplémentaire. Mais j'essaye. Je bloque. Oui, bah va falloir que tu te ressaisisses, mon grand. Sinon, je suis désolé, mais il faudra que tu ailles te chercher un autre éditeur, en espérant qu'il soit aussi patient et compréhensif que moi. Donc, je te laisse jusqu'à la fin du mois pour terminer ton manuscrit. Si d'ici là, tu l'as pas terminé, je suis désolé, mais tu devras chercher ailleurs pour éditer ton bouquin. Le bip caractéristique de son appel résonnait dans son oreille, et Loïc éclata en sanglots. Il ne savait pas quoi faire pour arranger les choses. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas, mais il n'arrivait tout simplement pas à continuer d'écrire. Chaque nouvelle idée lui semblait nulle, et il voulait que tout soit parfait. Car si tout n'était pas parfait, ce n'était pas la peine de sortir son livre. Il essaya tant bien que mal de reprendre courage et de se remettre au travail. Mais comme d'habitude, rien n'y faisait. Il n'avançait pas d'un pouce. Peu importe ses efforts, il n'arrivait à rien et se sentait de plus en plus mal. Et l'ultimatum qu'on lui avait laissé n'aidait pas vraiment à le calmer. Plus le temps passait et plus l'échéance se rapprochait, plus la panique, le mal-être, la dépression, le dégoût de lui-même prenaient de la place en Loïc. À tel point qu'à un moment, il ne pouvait même plus supporter la vue d'une page, sans qu'il ait envie de vomir. Et finalement, le jour fatidique arriva, et le coup de fil tant redouté avec. Mais il ne répondit pas, de toute la journée. Il savait ce qu'il attendait. Il n'avait toujours pas avancé, et s'il l'annonçait à son éditeur, il savait ce qu'il attendait. Après quelques heures, une fois que son téléphone eut fini totalement de vibrer, il le consulta et vit qu'une vingtaine d'appels avaient été faits, avec un peu moins d'une dizaine de messages vocaux laissés. Mais il ne voulait pas les écouter. Et puis il se rendit compte qu'un message écrit lui avait été aussi laissé. Il avait une idée de ce que le message contenait, mais il ne voulait pas le lire non plus. Néanmoins, la curiosité l'emporta et il l'ouvrit. Vu le nombre d'appels et de messages que je t'ai laissés sans réponse, je pars du principe que tu n'as toujours pas terminé ton manuscrit. Aussi, je suis désolé, je ne peux plus me permettre de travailler avec quelqu'un qui ne tient pas ses engagements, et ce, même avec du délai supplémentaire, et qui en plus se permet d'ignorer mes appels et mes messages. De fait, je te souhaite bonne chance pour une nouvelle boîte. Au revoir. À ce moment, c'est comme si tout son être avait sombré au plus profond des ténèbres. Il en avait assez de ces cauchemars constants. Son propre livre, cet appartement et
Ces tourments étaient devenus comme une prison, une torture qui ne cessait de se répéter en boucle. Si bien qu'il fut pris d'un accès de rage. Tous les sentiments négatifs qu'il avait ressentis jusqu'alors s'étaient mutés en une colère et en un désespoir intense. Il se mit à déchirer et à jeter ce qui restait de son manuscrit et saccagea tout son appartement. Et finalement, quand la rage fut passée, il ne restait alors plus que son désespoir. Et alors, il mit fin à ses jours. Au moins, le ménage ne fut pas très difficile à faire. Mais cette histoire m'a fait réaliser que des fois, la peur peut trouver son origine dans bien des endroits. Dans nos doutes, notre ignorance, nos ressentiments, nos appréhensions, ou même dans nos besoins. Le besoin de perfection de Loïc, associé à ses appréhensions par rapport au succès de son livre, ont fini par lui faire ressentir un profond dégoût de lui-même, et l'ont fait douter de tout, ce qui a fini par causer sa perte. En ce qui me concerne, même si je peine des fois à trouver mes mots, je continue à écrire, encore et encore. Après tout, je ne cherche pas la perfection. Juste, peut-être, la rédemption. Même si je ne pense pas que finir ce journal ne me libère de cet endroit un jour. Mais bon, ça ne coûte rien de continuer. Pour ce chapitre, nous allons aborder une phobie qui me touche en partie. La mécanophobie. Peur des machines, des machineries en général, et de la technologie. Au fil des siècles, l'humanité n'a cessé d'évoluer, mais certaines personnes peuvent se sentir dépassées par cette évolution. Et c'est de l'une de ces personnes que nous allons parler. De plus, la personne en question fait partie des derniers arrivants du village, et cette personne, que nous rebaptiserons donc Michel, fut l'âme qui a précédé celle d'Hector. Et donc, lui aussi a gardé une partie de ses souvenirs. Pas tous, mais il en avait quand même une partie. Aussi, il est l'une des rares personnes âgées qui ont atterri ici. Enfin, je pense que nous pouvons commencer. Et c'est dans un monde futuriste, où la technologie et les machines font partie intégrante de la vie quotidienne des gens, que notre cher Michel se réveilla, même si ce monde ne lui plaisait pas beaucoup. Néanmoins, tout lui semblait normal, comme s'il y avait toujours vécu. Mais je ressentais en lui une profonde tristesse, ainsi que de l'appréhension à l'idée de la nouvelle journée qui l'attendait. Il se prépara et sortit de chez lui. Dans la rue, tout le monde avait le nez rué sur son téléphone. Dans sa tablette ou autre objet connecté qui les alertait quand un obstacle leur faisait face, pendant qu'ils faisaient on ne sait quoi sur leurs appareils. Michel prit un bus et fit valider son ticket par une machine qui s'occupait aussi de conduire le bus. D'ailleurs, tous les véhicules de ce monde se conduisaient tout seuls. Une fois descendu, il alla dans une pâtisserie pour prendre son petit déjeuner, et ce fut une machine qui prit sa commande à la caisse. Et il soupçonnait que c'était aussi des machines en cuisine. En fait, peu importe où il allait, les machines avaient remplacé les humains dans leurs tâches quotidiennes. Les taxis, les caissiers et caissières, serveurs, services d'accueil, services médical, services scolaires et éducatifs, tout ce qui avait pu être remplacé par des machines l'avait été. Et les humains, eux, passaient leur journée connectés à des machines. D'ailleurs, certains humains mécanisaient même des parties de leur corps qu'ils jugeaient défectueuses. La sociabilisation et la communication ne se faisaient plus que par écran interposé. Et de ce que j'ai compris, tout ce qui était administratif, médical et commercial, etc., passait par des machines. En rentrant chez lui avec ses achats, le vieil homme se sentait dépassé. À une époque, il comprenait le monde où il vivait, il pouvait se débrouiller seul, il savait ce qu'il devait faire dans la plupart des situations, et tout lui semblait plus simple. Maintenant, tout lui semblait si compliqué.
Il était obligé de demander de l'aide pour chaque tâche importante qu'il devait faire. Il ne comprenait plus le monde où il vivait. Tout lui semblait froid et automatique. Et bien sûr, quand il faisait part de ses angoisses par rapport à ce monde, quand il se plaignait dû à la frustration qu'il ressentait de tout ce qu'il ne comprenait pas, quand il ressassait le passé, qui lui semblait tellement plus simple et agréable, on lui disait d'évoluer, d'arrêter de ressasser le passé, et on le dénigrait avec des termes qu'il ne comprenait même pas. Il avait l'impression d'être déconnecté, et pas que physiquement ou mentalement. Et en allumant la télé, les informations parlaient d'un groupe terroriste qui voulait revenir à un monde plus humain, et s'en prenait aux centrales énergétiques qui alimentaient les villes, et par conséquent les machines, provoquant un chaos dans chaque ville où il frappait. Il voyait des gens paniquer et pleurer à la télé parce que les coupures les coupaient du monde, que certains ne pouvaient plus rentrer ou sortir de chez eux, que les machines ne pouvaient plus faire classe à leurs enfants, les conduire quelque part ou leur préparer quoi que ce soit à manger. Bien évidemment, Michel trouvait les actes des terroristes bien trop extrêmes, mais il trouvait aussi minable le fait que plus personne ne pouvait se débrouiller sans les machines. À son époque, les gens pouvaient aller où ils voulaient sans pour autant tout le temps prendre la voiture ou le bus. Ils pouvaient se faire eux-mêmes à manger. Et bien sûr, il n'y avait pas besoin des machines pour apprendre des choses aux enfants. Et puis, mécaniser toutes les habitations était visiblement une idée géniale, vu qu'à la moindre grosse coupure, les gens n'avaient même plus le contrôle sur leur propre maison. Ce monde le déprimait. Mais le pire, c'est quand il se rendait compte qu'il n'était pas si différent de ceux qu'il critiquait. Il ne pouvait lui-même plus se débrouiller sans les machines, tellement celles-ci avaient pris de l'importance dans ce monde. Toutes les tâches ménagères ou domestiques étaient aussi assurées par des machines pour favoriser la sécurité, le bien ou la tranquillité des habitants. Et son habitation à lui avait été aussi mécanisée pour lui faciliter la vie. Donc, à la moindre coupure, lui aussi était dans le pétrin. Il restait donc toute la journée devant sa télé, à regarder des programmes qui soit le déprimaient, soit l'énervaient, soit lui rappelaient son passé, en espérant que rien de pénible ne lui arriverait chaque jour. Regrettant le temps où il sortait acheter son petit déjeuner à la boulangerie, en discutant au passage avec le boulanger, où il allait au travail, même les collègues qu'il n'appréciait pas lui manquaient, où il rentrait après une dure journée de travail, exténué, mais fier d'avoir accompli quelque chose de sa journée, et puis où il prenait sa femme et ses enfants dans ses bras. Car, oui, en plus de se sentir perdu dans un monde qu'il ne comprenait plus, il se sentait seul. Il n'avait plus la personne avec qui il aurait voulu partager le temps qui lui restait à vivre. Et ses enfants, comme la plupart des gens, s'étaient accommodés et habitués à ce monde. Et prenaient Michel pour un vieux grincheux quand il ne faisait que de se plaindre. Et tous les jours se ressemblaient. En même temps, que pouvait-il faire dans un monde où tout était tellement automatisé qu'il avait l'impression que tout ce qu'il faisait était décidé à l'avance, ou qu'il ne pourrait échapper à sa routine. Quand il ne voulait pas sortir chercher à manger, la nourriture lui était automatiquement livrée. Lorsqu'il ne voulait pas sortir ou qu'il voulait passer sa journée au lit, des robots débarquaient chez lui et l'emmenaient faire une promenade. Et s'il refusait, son mobilier lui faisait des misères pour le forcer à faire ce qu'il devait faire. Par exemple, s'il voulait passer toute la journée devant la télé, au bout d'un certain temps, la télé s'éteignait et ne voulait plus se rallumer qu'une fois qu'il aurait mangé, ou qu'il se serait dégourdi les jambes, etc. Ou encore, s'il voulait passer la journée au lit, comme je vous le disais, des robots venaient au bout d'un moment, déjà pour s'assurer de s'il était malade ou pas, et s'il l'est bien, ils le sortaient doucement du lit pour l'emmener en balade ou simplement le faire manger. Et s'il refusait ou devenait agressif, les machines contactaient au choix la famille ou la police. Police bien évidemment composée de machines. Les gens avaient tellement l'habitude de ne plus rien avoir à faire à part se divertir que les machines géraient elles-mêmes les efforts physiques que les gens faisaient dans la journée. En fait, très peu de travail avait besoin d'humains, même pour réparer les machines. La plupart du temps, elles pouvaient se réparer elles-mêmes. Et même lors des coupures, c'était des machines venant d'autres villes qui étaient envoyées pour régler le problème. Et il y avait besoin d'humains que pour les métiers dits artistiques. Un monde
automatique, dominé par la technologie, où les humains se laissent faire pour la plupart sans se poser de questions. Voilà le monde où Michel vivait. Et plus le temps passait, plus il avait l'impression de s'effacer, comme si sa volonté n'avait plus raison d'être. Et plus cette impression se renforçait, plus la mélancolie et le désespoir l'envahissaient. Ce même désespoir qui accompagnait généralement toutes les âmes jusqu'à leur fin. Son seul et dernier espoir se trouva dans une possibilité, le suicide assisté. Il ne pouvait mettre fin à ses jours seul, car les machines veillaient à sa sécurité. Mais s'il le désirait, sous certaines conditions, il pouvait mettre fin à ses jours de manière légale et sécuritaire. Il prit donc rendez-vous et une fois le jour venu, après avoir dit adieu aux siens et réglé les détails de son testament, il s'éteignit paisiblement. Ainsi, il put finir ses jours en restant lui-même et avec l'espoir de retourner auprès de celle qu'il aimait. Quand je rouvris les yeux et qu'il fut temps de faire le ménage, je fus surpris de ce que je découvris. Les yeux de Michel étaient semblables à ceux des autres âmes brisées, mais son expression avait l'air apaisé. Encore aujourd'hui, je me pose des questions par rapport à la fin de cette histoire. Contrairement aux autres âmes qui ont succombé dans ce village, la fin de Michel fut beaucoup plus douce et paisible. Il se sentait même libéré avant de rendre son dernier soupir. Mais je sais qu'il n'avait pas été libéré du village. Après tout, son âme est encore là et a rejoint les autres âmes brisées. Néanmoins, c'est comme si le village avait abrégé ses souffrances, plutôt que de s'en servir pour le détruire. Enfin, je vous avais dit que la façon de procéder du village avait changé depuis l'événement qui a tout changé. Aussi, je dois avouer que je comprends un peu Michel. Après tout, dans l'optique où je serais libéré du village et que mon corps ait été mis en attente jusque-là, je ne suis pas sûr que je me sentirais à ma place à cette époque, qui est si différente de l'époque par rapport à laquelle je vivais. Mais bon, à mon avis, je ne partirai jamais d'ici. Alors, pas la peine de trop y réfléchir. Je devrais plutôt réfléchir au prochain chapitre. Après M, c'est N, je crois. Voyons voir.